People can hear me. Deux intervenants qui sont avec moi sur ce thème de coévolution, co-création et informatisation. Merci, très bon raccord. D'une part, je voudrais juste vous donner quelques éléments de contextualisation. Le Centre d'art d'Enghien-les-Bains qui organise les bains numériques, une biennale internationale. Je suis moi-même coordinateur au sein du réseau des villes créatives de l'UNESCO, des arts numériques, des villes d'art numérique, certaines sont ici aujourd'hui. Vous dire que cette question des rapports humains et robots est une histoire ancienne, puisque Karel Čapek, vous savez, c'est un écrivain brillant qui avait déjà posé ces questions à travers en fait un ouvrage de science-fiction, ça c'était dans les années 1920, mais surtout nous sommes intéressés dès les années 2000 à ces questions, et nous avions accueilli la première fois une artiste en résidence, Isabelle Chouanière, donc qui est québécoise, et puis par la suite nous avons accueilli un professeur, Takahashi, avec qui nous avons réalisé un ouvrage sur les questions des rapports, des statuts des robots et des humains. Et puis nous avons eu aussi des artistes plutôt dans un domaine d'exposition qui est Bill Worms aussi, et je pense aussi à Stellark avec qui nous avons consacré une exposition sur la question de la question du rapport du corps et des machines. Alors oui, nous sommes ici pour vous parler d'une expérience, parce que c'est aussi une expérience et c'est en même temps un projet qui prend forme, et grâce à je dis principalement à deux personnalités qui sont avec moi. Alors je vais commencer par Shui Shen. Alors ce qui est intéressant dans le monde de la création numérique, des technologies et des sciences, c'est de voir qu'il y a une hybridation à la fois de formation, d'intention et de pratique. Alors Shui Shen est passée par l'école supérieure des Beaux-Arts, elle est artiste elle-même, d'ailleurs elle a participé, moi j'avais vu son travail à Ars Electronica, et elle est professeure à Paris 8. Alors elle est en même temps responsable de l'équipe images numériques et réalité virtuelle, et elle a mené de nombreux travaux sur ces questions, et non seulement sur ces questions, mais aussi justement sur les rapports justement de relations d'interaction entre humains et robots. Et puis son travail l'a amené récemment, elle est d'ailleurs consultante et conseillère auprès du gouvernement de Taïwan sur des questions qui touchent les technologies, les sciences et l'art. Et également à côté d'elle, donc Rossio Berenguer, alors cette personnalité, je dirais qui est singulière, parce que Rossio, j'ai connu, parce que Rossio a eu le prix des bains numériques, et c'est par ce biais que nous avons fait connaissance de Rossio, qui vient de l'univers de la danse au départ, puisqu'elle est passée aussi par le flamenco en tant qu'interprète, et talentueuse interprète, mais également son cheminement dans les arts numériques, et en particulier pour la scène, puisque au départ elle est dans un univers à la fois d'interprète et puis de chorégraphe et de dramaturge aujourd'hui, puisque nous avons eu l'occasion de produire et d'avoir en résidence évidemment ces pièces, que je pense notamment à Homéostasis, à G5 aussi. Elle questionne les machines, l'intelligence artificielle, elle traverse véritablement tous les questionnements sur le monde contemporain, et c'est vrai que elle était tout à fait, je dirais, indiquée pour commencer ce projet avec Shui Shen. Alors c'est vrai que je voudrais pas oublier non plus dans la responsable de ce projet qui est Shui Shen, évidemment de vous dire aussi quels sont les partenaires. Les partenaires sont l'INREV, donc l'équipe images numériques et réalité virtuelle du labo Art des images, art contemporain. Donc c'est AIAC,
Université de Paris 8, la mise en scène, parce que nous allons aboutir évidemment à une réalisation, donc à une production en scène, c'est Roche Beringer, donc, et également je vais associer pour l'écosystème virtuel Isadora Teles de Castro, et puis l'ingénierie qui est Hui Ting Krong et le robot évidemment HR-P4. Alors il n'est pas encore, il n'a pas de Guzo, il n'est pas encore aux intermittents du spectacle, mais ça ne devrait pas tarder. Alors oui, nous avons l'école universitaire de recherche Artec avec nous, le centre d'art, j'en ai parlé, et l'équipe images numériques et réalité virtuelle du laboratoire Art et Images et Art Contemporain de l'Université de Paris 8, l'équipe interactive Digital Humans du laboratoire d'informatique, robotique et microélectronique de Montpellier. Très important parce que nous sommes aussi à un croisement aussi des sciences dures. Et à Montpellier, le professeur Keda, qui est un chercheur, qui est directeur de recherche CNRS, travaille au Japon pour ce robot humanoïde avec un laboratoire très important au Japon pour la robotique qui est à Tsukuba. Alors voilà, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire autour des éléments qui constituent non seulement ce travail qui est une recherche scientifique et en même temps une expérience. Et en même temps, moi, la première question, bien sûr, s'adresse à Shui Shen pour nous dire un petit peu comment ce projet est né, parce qu'il y a toujours un départ dans toute action, et puis quels sont les moteurs au départ, les enjeux pour ce projet, et puis l'équipe qui constitue ce projet, Shui Shen. Oui. Bonjour. Good morning. Oui. D'abord, je voudrais remercier tout le comité d'organisation de ISEA et aussi je remercie Dominique Roland, voilà, comme pour être ici présenter ce projet. Oui, je connais Dominique Roland, le CTA, presque début de sa création, ça fait 20 ans. Voilà. Et c'est un lieu, nous pouvons assister toutes les cultures dans le domaine de l'art numérique. Et c'est surtout dans ce domaine de l'art avec les robots en scène. Alors, de cette partie-là, déjà, parce que une fois, j'ai reçu une demande d'encadrement de thèse, une doctorante qui vient m'a demander. Alors, elle m'a proposé ce sujet, danser avec le robot en transe. Voilà. Cette notion de robot, c'est vrai, ma connaissance par le CTA, tous les spectacles que j'ai vus, mais le robot, c'est un sujet tellement éloigné de mes recherches. Mais en réfléchissant, pas autant sinon. Parce que, en fin de compte, ça revient juste de ces relations homme et machine. Mais dans cette demande d'encadrement, il y a un autre sujet qui m'intéresse. Parce que finalement, j'ai accepté, c'est pas par le robot, parce que c'est pas mon domaine, ni par la danse, non plus c'est pas mon domaine, mais c'est cette notion de la danse. Ça, on doit parler après. Alors, je vais revenir sur robots à mes connaissances. Finalement, les robots qui m'intéressent vraiment, c'est des robots qu'on a envoyés, les scientifiques ont envoyés sur l'espace. Depuis longtemps, je travaille sur la vie artificielle dans le monde virtuel. Mais finalement, il y a ces entités virtuelles, mais pas seulement que les entités réelles, comme les animaux. Et c'est surtout quand les scientifiques qui conçoivent les robots envoyés dans l'espace, souvent en tant que un moyen de recherche et aussi une finalité de recherche ou une finalité d'usage. Voilà. Mais pourquoi ce robot envoyé dans l'espace? Parce que c'est dans les
conditions, l'environnement tellement extrême, il y a toujours des missions à exécuter. Donc, toute cette morphologie de créatures, ils sont conçus spécialement. Voilà. Et puis, de parler du robot, au lieu de parler robot, derrière, qu'est-ce qui se cache en jeu? Là, du coup, j'aimais bien de parler, comment dire, comparaison à ce projet antérieur auquel j'ai participé dans le cadre du LAVEX. Ça s'appelle le corps infini. Voilà, là c'est un projet, je vais dire tout à l'heure, la danse n'est pas mon domaine, mais en travaillant avec Guichou Dubois, le chorégraphe, je n'ai pas pu revenir. Voilà. Oui, alors dans ce projet, le sujet c'est recherche sur le corps en apesanteur dans l'espace. Et là, je me souviens que Chutuva nous a raconté dans cet espace. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a 50 fois de vol en paravol, donc cette sensation d'être en apesanteur, c'est le corps n'a plus l'enveloppe. C'est-à-dire, il n'a plus de frontières. Tout est flottant. Voilà. Mais, sur notre création artistique, comment créer ces sensations, proposer que le public puisse acquérir cette sensation, ce sentiment d'être flottant. Alors, à travers toute sa écriture graphique, on peut voir, à travers tous ces spectacles qui est similaire de ces apesanteur, c'est que ce que j'ai bien compris, c'est il y a cette absence de la ligne gravitale, gravitationnelle, la ligne gravitationnelle. Ce qui est très important parce que tout est inclinaison. Okay. Voilà, ce corps en absence de la gravité dans cet espace-là, mais comment pour là, c'est que je veux revenir sur le enjeu de notre projet. Voilà. Parce qu'on est soumis à cette force gravitale. Voilà. Oui, un élément est important, c'est le point de vue artistique. Alors là, de la dramaturgie, l'expérience, finalement, Rossio, vous avez une très grande expérience de ce rapport avec les machines dans votre écriture chorégraphique et sur différentes dramaturgies. Comment on en arrive à vouloir ce dialogue dans une écriture chorégraphique et scénique, en arriver à un projet tel que celui-là? Donc, moi j'ai créé un projet qui s'appelait Homéostasis, qu'on avait travaillé ensemble. C'était le premier dans lequel je mettais un peu en scène cette idée de corps-machine, mais plutôt comme cette référence, cette analogie un peu complètement obsolète qui vient un peu de Descartes et tout ça, dans lesquels le corps, on pourrait faire des analogies entre le corps humain et la machine, le corps vu comme une machine et tout ça, et dans lesquels j'essayais de critiquer aussi le transhumanisme et des visions comme ça, dans lesquelles il faudrait que le corps soit réparé de façon fonctionnelle, utilitaire sur des parties pour avoir plus de performativité, plus de puissance, plus de capacité, et donc en oubliant complètement la puissance de la fragilité, l'idée de la individuation par un corps sensoriel, par une manière d'exister dans le monde qui fait qu'il y a une subjectivité créée par une matérialité spécifique. Tout ça, c'est comme évacué de cette vision de le corps-machine. Donc j'ai créé un spectacle qui date maintenant pas mal, en 2016, appelé Homéostasis, dans lequel je mettais en scène un dialogue entre un humain et son système opératif, le système opératif de son corps,
qui avait des bugs et beaucoup des défaillances. Et du coup, j'ai travaillé et j'ai exploré surtout la question du bug. C'est-à-dire que le rapport entre l'humain et la machine, il y avait l'espace que je trouvais intéressant, c'était le bug, l'erreur, le malentendu, comme l'espace de fissure d'un endroit complètement rationnel ou utilitaire, mais l'endroit dans lequel il y avait la possibilité de l'émergence de quelque chose d'autre, comme poétique, etc. Donc c'était un des rapports que j'explorais. Donc il y avait beaucoup de bugs et on faisait avec, et ça faisait partie de la performance, quoi. Donc on cherchait vraiment le bug. Et il venait tout seul aussi, pas besoin de le chercher. Après, l'autre spectacle dans lequel encore j'ai mis en scène ce rapport-là, c'est Ergonomics, que c'est une entreprise qu'on a joué la semaine dernière à Montpellier, et encore. C'est une entreprise qui vend des services un peu pas très clairs, dans lesquels ils remixent un peu le travail de l'innovation pour l'innovation, la performativité pour la performativité, l'efficacité, tout ça. Et dans cette idée, quand c'était le début de le Startup Nation, en tout cas ici en France, maintenant ça c'est bien ancré, mais c'était le début, et dans lesquels on cherchait à avoir des corps pareil, dans une vision un peu transhumaniste de perfectionnement, il y avait toute l'idée de la smart city. Du coup, le corps était un peu obsolète parce qu'il n'était pas si smart que tous ces outils à lesquels on attribuait de l'intelligence et une capacité de smartisation qui est très discutable. Voilà. Et donc, pour ces abus de langage et d'autres questions, j'ai aussi fait un autre spectacle critique, donc Ergonomics. Et en fait, après ça, je me suis ennuyée d'être dans la critique et je me suis dit bon, ça suffit, il faut quand même proposer. Il faut proposer des choses. Et donc j'ai lancé un autre projet, c'est le prochain slide. Et toute une nouvelle recherche et tout un nouvel champ dans lequel je me suis lancée sur quelle agencivité on peut donner à ces entités, à ces objets, quelle subjectivité et qu'est-ce que ça opère. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup Simon Don. J'imagine que certains déjà le connaissent beaucoup, sur tout son travail par rapport à l'outil et le côté émergentiste de comment un outil, en l'utilisant, il nous utilise aussi. Il y a une espèce de coévolution d'un système émergent d'individuation. Et c'est parce qu'on utilise cet outil qu'il nous utilise en même temps, qui va modifier et faire émerger de certaines logiques. Voilà. Donc, je me suis demandé quel statut et quel rôle on donnait à certaines machines et qu'est-ce qu'on faisait comme transfert. Donc là, et quelle projection aussi. Donc là, je me suis mis à élaborer une installation avec de l'intelligence artificielle qui s'appelle Iagochi, dans laquelle on donnait une subjectivité à cette entité. Et j'avais travaillé sur un robot mou qu'on prenait dans les mains parce que je cherchais aussi quels étaient les éléments qui permettaient à notre cerveau, parmi des études qu'ils ont fait, de projeter de la fragilité, de projeter l'empathie et tout ça. Et souvent, ça passe par quelque chose qui bouge, qui est mou, qui est chaud, qui ressemble en fait à les particularités d'un corps humain. Et voilà, c'était ce que j'explorais dans Iagochi. Et pour finir, je vais finir. Et pour finir, le spectacle G5 avec toute notre lancée dans lequel je voulais faire un rapport plus politique, de dire tant que ces entités, on les constitue et on projette plein de choses, il vaut mieux qu'on lui donne une possible subjectivité, parce que si tout te met en relation avec un objet, tout te objectivise quelque part. Si tout te met en relation avec un sujet, tu peux te subjectiver plus. C'est-à-dire, quels sont les modèles relationnels qu'on constitue et comment ils nous constituent. C'est dans ce questionnement-là qui émergeait et c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, je crois. Merci Rossio. Alors, une précision qui est importante. D'abord, le travail de Rossio, que je connais un petit peu, et c'est aussi un regard, non seulement une esthétique traversée par les technologies, son esthétique, mais elle est aussi critique. C'est un point de vue critique très fort, et en même temps avec beaucoup d'humour.
qui est un élément qui manque beaucoup dans cette société. Je dirais aussi sur la question, puisqu'on va aborder tout de suite avec Shui Shen la genèse du projet, enfin l'histoire avec HRP4, c'est le fait que nous sommes passés finalement d'un robot qui a des fonctionnalités pour un rôle social. Il faut rappeler que le robot qui a été développé avec Montpellier est un robot avec Tsukuba au Japon qui est pour aider des personnes à mobilité réduite. Donc, vous voyez le statut, enfin c'est pas le statut du robot, hein, mais c'est la fonction, elle est sociale. Et là, la question qui est intéressante, c'est de voir comment l'art s'empare de ce sujet d'un point de vue critique, esthétique, et comment, je dirais, pour la mise en scène, retrouver un robot qui est dans un laboratoire, c'est une chose. C'est sous les néons. Quand on le retrouve sur la scène, ça devient un autre objet, ça devient un autre enjeu. Moi, je me rappelle ce que me disait une exposition que j'avais organisée de Zaven Paré. Il me dit, mais tu sais, et c'est ce que disait Rossio, il y a une grande fragilité, finalement. La fragilité des robots, c'est qu'on enlève la batterie ou la prise, et il se passe plus rien. Alors quand Rossio parle des bugs, c'est très intéressant parce que ça les rend fragiles et ça les rend d'une certaine façon humains. On a vu déjà le travail d'Aurélien Bory, un chorégraphe qui a utilisé les machines qui servent dans l'industrie automobile, et il en a fait un rapport très poétique et chorégraphique. C'est un peu le sujet, et c'est vrai que ça repose la relation avec le robot sur l'empathie aussi, et c'est dans le fond ce que questionne beaucoup plus l'art sur ce rapport, et non plus, on n'est plus dans une application et une fonctionnalité, mais la question de l'empathie, la question de la relation de confiance avec l'humain, et puis les questions de l'émotion qui intervient. Alors Shui Shen, c'est comment ce projet a progressé dans le temps, et puis c'est pas une histoire qui est récente, de quelques mois. Oui, alors justement, pour démarrer le projet, d'abord dans la première année, puisque déjà il y a le robot, voilà, mais comment on va faire, comment on va travailler avec le robot. Mais il n'y a pas que ça. Dans ce projet-là, il y a ces machines, il y a ces notions, ce côté, ce volet de machines virtuelles. Par exemple, là, dans le PowerPoint, c'est parti une volet A. C'est des recherches-développement pour développer un système vie artificielle. On appelle EVE, environnement virtuel évolutif, voilà, et qui participe vraiment à un élément important scénique. Et l'autre côté, une autre doctorante, elle est descendue au LIRM à Montpellier, travailler avec les robots HRP4. Voilà. Mais il faut tout programmer. Et puis tout ce parallèle, le monde, les machines virtuelles, les machines robotiques, tout ça pour nous amener à une création artistique, voilà, une performance. Ça, c'est l'objectif du projet. Voilà, la première année, voilà, grâce au CTA, nous avons pu profiter de cette résidence, mettre toutes ces choses, les deux volets, les recherches et développement mis en place au profit de la création. Ici, on peut voir toute cette première partie, les performances, comment interagir. Là, c'est vraiment encore dans une phase d'exploration entre de cette scénique, élément scénique, et puis surtout l'interaction. Parce que c'est l'interaction, le monde, c'est partie entité virtuelle qui est autonome. Voilà. Mais virtuel, hein, robot virtuel. Oui, et puis aussi, nous avons travaillé, parce que déjà, ce robot qui a tout à l'heure nous avons dit une fragilité, mais ces fragilités, c'est surtout que il faut faire très attention. Là, c'est un autre enjeu, un autre défi. Mais pour tout commencer, nous avons commencé à programmer, c'est-à-dire donner les mouvements possibles à travers un robot virtuel. Là, c'est encore vraiment dans une phase de toute la phase de recherche, développement, création dans le monde virtuel.
Et puis, voilà. Si on veut revenir sur le robot réel, hein, parce que robot, c'est parti trop vite, voilà. Alors, oui, ce robot, attends, il est déroulé tout. Ce robot, parce que nous avons, le premier défi, c'est que comment maintenir équilibre pour que le robot ne tombe pas. C'est-à-dire comment lui donner une mobilité. Ça, c'est encore une question, surtout qu'on va travailler, on va danser, surtout danser, hein, pas simplement marcher. Voilà. Du coup, dans la deuxième année, la doctorante Sylvia a cette idée, s'inspirant des hommes politiques assis sur une chaise. Voilà. Déjà, on relève cette mobilité, mais par contre, pas tout à fait mobile. On va comment créer les gestes qui donnent le pouvoir comme s'ils dominent. La posture. Oui, tout à fait, la posture. La posture, mais aussi symbole une sorte de pouvoir. Alors, du coup, dans la deuxième année, la résidence au CTA, nous avons créé une pièce, ça s'appelle le mythe immortal. Voilà, du coup, on voit robot assis sur la chaise. C'est robot qui va animer cette présentation. On commence par le robot. Puis, il y a la chasse de l'ombre, c'est son propre ombre. Voilà. Là, c'est vraiment une interaction presque, on peut dire, qui est vraiment presque dans cette presque un transe, quoi. Voilà. Et puis, après, une danseuse vient interagir, trouver une sorte de cohérence avec Ève, avec l'environnement virtuel évolutif. Et là, on passe les 3 saisons, l'hiver, printemps, jusqu'à l'automne. Voilà. Et puis, enfin, c'est robot qui réapparaître, c'est robot qui va conclure cette présentation. Voilà. Et là, c'est le robot qui, finalement, cette notion de cette pièce de le mythe immortal, finalement symbolise aussi que toute notre société, parce que la longévité est un rêve de l'homme, et robot, finalement, il n'a pas ces questions de mortalité. Voilà. Et puis, il y a une autre question sur pourquoi on a choisi ce robot à la taille humaine et avec une morphologie similaire de l'homme, c'est un anthropomorphisme. Je pense derrière, il y a un rapprochement, comme tout à l'heure, Dominique parlait de cette notion d'empathie. Mais c'est un rapprochement aussi qui n'a pas notion de mortalité, qui a une autre problématique mécanique, robotique, aussi qui a ses propres contraintes. Mais comment on passe cet rapprochement, mais un rapprochement étrange. Voilà. Je me souviens que hier, justement, je demande au doctorante qui est là-bas, dit est-ce que vous pouvez m'envoyer une image en interaction avec le robot? Mais comme en ce moment, le robot qui a un problème d'épaule, il n'est pas branché. Et finalement, il n'a aucune mobilité possible parce qu'il n'est pas branché, parce que le robot est électronique. Voilà. Et là, il m'a dit, mais le robot est comme un cadavre. Oui, parce que il n'y a pas de soins de kiné, de réparation de ce côté-là. C'est un travail qui est beaucoup plus de mécanique. Merci, Shui Shen. On arrive très vite à une question importante. C'est de savoir comment passer justement du laboratoire avec l'expérience du laboratoire, l'observation, et puis arriver à une écriture à la fois une dramaturgie, une écriture aussi chorégraphique qui met en jeu finalement ce rapport humain et robot, Rossio. Tout à fait. Et on a perdu le fil, mais oui,
Donc le projet, il va s'appeler Robody, parce que justement l'idée c'était voilà d'explorer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'un corps robotique ça peut être considéré comme un corps? Parce que moi en tout cas je suis pas sûre de ça. Je sais pas comment. Parce que la matérialité de quelque chose qui est animé et à quel point quelque chose peut être animé. Non. Bon, question ouverte. Et donc l'idée c'est de faire une performance de 20 minutes avec un danseur et ces robots humanoïdes. Je sais pas si je dévoile un peu la dramaturgie, mais en tout cas on est au début du projet. Il y a beaucoup d'étapes qui nous manquent à faire parce que il faut vraiment passer du temps dans les laboratoires, voir les contraintes, comprendre les possibilités, les limites, comprendre bien comment utiliser le code par l'équipe d'ingénieurs et s'approprier vraiment de l'outil pour voir quels sont ses possibles. Et ça demande toujours beaucoup de temps. Donc moi je pense qu'il va y avoir en effet beaucoup plus de surprises, de découvrir presque à la fin du processus, selon les possibilités de relations et de dialogue avec cette chose, vont émerger, quoi, la dramaturgie. Ça, je peux projeter plein d'idées et plein d'histoires que j'aimerais bien raconter, mais en fait, pour un projet comme ça, et surtout quand c'est un projet de recherche, de mon expérience, j'arrive que à faire quand ça vient vraiment de l'expérience, de passer du temps à voir les limites, les bugs et les problèmes, et du coup c'est dès les problèmes qui émergent en écriture, quoi, en dialogue. Parce que dans l'expérience qu'on a pu avoir avec de création avec la robotique, je pense à Eric Mine, un chorégraphe qui avait travaillé pendant 1 mois, j'avais envoyé chez Aldébaran, vous savez Aldébaran, c'est Nao, c'est ces robots qui ont été utilisés également. On avait coproduit Blancali sur ce sujet, et effectivement il y avait un certain nombre de problématiques qui posaient justement sur la question non seulement de la gravité, mais parce que les robots avaient quelques fragilités à cet endroit, et il se trouve que le HRP4 là, qui est le premier avec lequel l'équipe travaille, hein, Rossio, eh bien il va avoir son fils, parce que vous savez il a déjà 10 ans, et en 2024 théoriquement il y aura son successeur qui sera un humanoïde, mais alors véritablement très perfectionné, avec des capacités en termes de performance qui sont assez fortes. Alors moi, l'une ou l'autre, hein, sur cette question un petit peu de mise en scène, de dramaturgie, de la question de la lumière, de la question du corps, l'interaction, comment à la scène, parce que c'est un véritable défi. Là, on passe du labo à un autre espace. Moi, la question qui m'intéresse là-dessus, c'est moi, je crois pas que l'anthropomorphisme est une solution. C'est-à-dire que là, c'est une solution technique par rapport à l'industrie ou par rapport à la santé. Mais tous les autres projets que j'ai développés, je trouve qu'il y a un intérêt à se mettre en relation, pas avec quelque chose de l'ordre du narcissique ou du miroir, ou faire un humain qui serait plus humain que l'humain, ou moins humain que l'humain, ou presque plus. Cette idée de je sais pas, narcissique et trop égocentré de l'humain, elle est boring pour moi, et très fatigante, quoi. Et je pense qu'on arrive un peu à la limite de ça. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça peut nous permettre de comprendre la différence, et comment ça peut nous permettre de voir à quel point on peut construire d'autres types de relations qui sont de différent à différent et pas d'égal à égal. C'est-à-dire comment un corps qui est pas un corps humain, même s'il est à la morphologie ou quoi, et il a des capacités et des possibilités qui sont complètement différentes à celles d'un corps humain, et comment on explore, on exploite, on joue avec ça, et pas tellement d'essayer d'imiter mal l'humain. Que je trouve pas d'intérêt, parce que déjà on sait pas ce que c'est l'humain, et voilà. Et parfois les imitations sont assez écrasantes, quoi, un peu réducteurs. Chouichen. Oui. Moi je pense, je partage tout à fait cette notion que finalement, même si c'est anthropomorphisme, je pense, chaque chose, surtout dans ces catégories de robotique, de machines, ils ont une autre spécificité qui est au-delà de ce que l'humain peut faire.
Et je pense que c'est là aussi que cette complémentarité avec humain, ce qu'on croit toujours, on est capable. Mais qu'est-ce qui peut nous apporter, même simplement, dans ce monde artefact, artistique, comment par là peut nous susciter encore plus de l'inspiration pour la création artistique. Alors moi, je suis toujours très fascinée aussi par cette, comment dire, dans la culture animisme. Voilà, c'est l'état en la conscience élargie, hein, si on veut dire, pour dire ce mot de la transe. Là, on peut communiquer, c'est un autre niveau de communication avec notre non-être humain. Voilà. Et je pense que toutes sortes de créations artistiques, voilà, c'est nous aller dans cette dimension, voilà, un voyage imaginaire et actif. Oui, alors il y a évidemment, quand on parle des robots et humanoïdes, évidemment il y a les robots apprenants. Bien entendu, des questions qui sont liées de manière transversale au niveau scientifique avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, des laboratoires travaillent sur la question de l'émotion, qui est un sujet très complexe. Et puis, moi je dirais que, alors je vous invite, si vous avez la possibilité d'y venir, ce sera au CDA le 19 septembre, il y a une première ébauche de présentation, donc avec HRP4, robot, et donc Rocio Beringer et en même temps l'équipe avec Shui Shen. Et puis la création se fera en juin, le 12 juin 2024, dans le cadre de la 11e édition des bains numériques. Alors, oui, il y aura un changement de robot. Simplement, il reste des choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire qu'il y a un travail très important qui va se faire à la scène, c'est-à-dire ce robot humanoïde va peut-être prendre différentes formes. Je crois qu'Orocio a une très bonne idée, on ne va pas trop la dévoiler, mais de comment passe-t-on de l'autonomie à l'indépendance? C'est un peu ça, Orocio. Et puis en même temps, mais je vous laisser, parce que ce qui sera intéressant, évidemment, c'est évidemment que la parole circule, que vous puissiez intervenir, vous poser des questions. Alors je veux dire, sans conclure, parce qu'on ne conclut jamais un débat, il se poursuit, mais avez-vous encore quelques éléments à nous donner sur cette histoire et sur son futur? Oui, moi c'est juste un élément. Je trouve intéressant la manière comment on donne de l'agencivité. Et quelle est cette fonction qu'on peut avoir certains qui ont une philosophie plus animiste, ou de la pensée magique, ou comment, à quel moment on va donner de la vie à quelque chose et on va le voir comme comme quelque chose qui a sa propre agencivité. Et ça, je trouve super intéressant parce que, en fait, déjà qu'on est enfant, même si on grandit dans différentes philosophies, idéologies qui font que non, les objets sont pas vivants, d'autres que oui, les objets sont vivants, machin. Mais déjà quand on est enfant, on projette cette agencivité aux choses. Les choses, elles ne sont pas inertes, elles ont une action dans le monde. Et je trouve que c'est comme si on avait une fonction. Et j'aimerais bien aussi découvrir par ces projets encore plus, quelles sont les possibilités, les limites de ça, à quel moment ça émerge, à quel moment ça ne émerge pas, quand on donne, on prête de la vie à quelque chose. Oui, très bien, mais avant, juste, c'est intéressant parce que Shui Shen va pouvoir reprendre sur un sujet qui est très intéressant, c'est Shui Shen, peut-être, on ne l'a pas dit, mais s'intéresser au taoïsme dans sa démarche. Et ça, c'est un élément très intéressant. Et il y a aussi un élément philosophique qui m'a été... j'ai eu la possibilité à une époque d'éditer, de réaliser un ouvrage qui questionnait justement le statut du robot dans le monde. Et c'était en Inde, avec il y avait un anthropologue qui travaillait avec nous et qui considérait que le statut du robot pouvait, dans le cas des robots qui sont dans les temples hindous, avoir disons un rapport d'illusion, mais avait une fonction spirituelle. Et puis dans d'autres cas, avec Takahashi, le chercheur qui est le deuxième
personnage du pôle robotique qui est professeur à Kyoto, lui considérait que le robot n'avait pas de statut social et il ne devait pas en avoir, il devait se différencier des humains, et pour ces raisons, il avait considéré qu'il devait designer ces robots, ce qu'il a fait d'ailleurs, et qu'il considérait qu'il ne pouvait pas entrer dans ce rapport humain. Et une fois, j'ai assisté à une conférence de presse avec le maire de Tokyo les journalistes lui disaient, mais vous savez, dans 50 ans, il y aura des robots, comment allez-vous faire pour la circulation dans les villes? Alors le maire de Tokyo a répondu avec une pirouette en disant, dans 50 ans, je ne serai plus là. Vous voyez, le mystère reste. Alors oui, Shuishen, c'est intéressant, c'est le rapport justement au taoïsme. Et puis, il y a 7 éléments que j'ai pu comprendre dans la démarche qui est celle de cette aventure. Oui. Alors, justement, je trouve que dans notre monde actuel, finalement, la science forme notre pensée de plus en plus rationnelle. Voilà. L'homme, début de son, préhistorique, a toujours cette capacité de communiquer avec la nature. Et ça existe encore dans certaines cultures animistes. Mais le taoïsme, puisque moi je suis vraiment, ça fait partie de ma culture, qui garde encore cet héritage, c'est vraiment, on peut considérer comme c'était des chamanisme, la Chine ancienne. Voilà. Alors, dans ce projet-là, qui est intéressant, je pense que tout l'enjeu, c'est que alors, les scientifiques créent les robots, il y a un objectif précis. Mais pour artistes, le robot, finalement, pas forcément, mais comment on peut, à travers cette l'interface, ces outils, ou même une autre entité proche du humain, comment de collaborer, co-créer, et puis voir même plus loin, puisque on prend une habitude ensemble de coévoluer et de vers une autre, proposer un autre voyage. Et ça, c'était finalement, si je peux dire, les scientifiques créent robots, il y a un objectif scientifique. Mais pour artistes, je pense, par là, ça sert plutôt comment élargir notre conscience et aussi avancer notre capacité d'imagination. Voilà. Shuishen, merci. Rossio, Berger, merci. Il y a cette dimension qui est évoquée justement à travers le taoïsme, qui est dimension à la fois symbolique et puis la métaphore, dont nous avions récompensé pour le prix Justine Aymar, qui n'est autre que la représentation du robot qui a été du laboratoire du professeur Ishiguro, qui lui, au contraire, considère que l'humanoïde, on est dans le rapport mimétique. Là. Alors là, de représentation troublante. D'ailleurs, toutes les recherches qui se font sur la robotique au Japon, ils choisissent plutôt au féminin la conception de robots et plutôt les enfants, parce qu'il y a des appréhensions, il y a des peurs, il y a des observations assez fortes là-dessus. C'est une culture extrêmement patriarcale. Et du coup, il faut des esclaves qui sont femmes ou enfants. Et ça, il y a aussi l'esclave sexuel et tout le fantasme le robot esclave sexuel. C'est pas un hasard que le Japon soit une société extrêmement patriarcale et que les robots soient des femmes. Voilà, la parole circule. Si vous avez des questions, des interventions, tout de suite, avant que nous nous quittions. Oui. Marie-Hélène Tramu, professeure émérite, Université de Paris 8. Oui, j'ai vraiment apprécié vos présentations. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois du point de vue du spectacle chorégraphique, de travailler sur la fêlure en fait,
à travers par exemple le bug. Et je me disais, oui, le robot peut être mimétique, oui, le robot peut être issu d'une rationalité scientifique, mais on en est à un moment très intéressant où on peut interagir avec ces machines avec la double pensée. D'un côté, projeter cette vision animiste qui donne une intention aux choses, mais se trouver face à une chose avec cette intelligence artificielle que peut intégrer le robot, c'est-à-dire la possibilité d'une émergence du côté du robot qui dépasse les rationalités classiques de la technique. Et comme ça, par cette rencontre entre une pensée animiste et de l'autre côté, finalement, une pensée robotique émergente, est-ce que là, il n'y a pas l'occasion d'expérimenter les fêlures, justement au-delà du bug? C'est-à-dire que là, il y a la possibilité peut-être d'inventer une relation que nous ne connaissons pas encore. Merci. Intervenir ou pas? Une autre question? Ou une autre intervention? Oui. Merci. Oui, alors évidemment, avec une connaissance du sujet. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, j'aimerais bien savoir, c'est plutôt une question à Rocio, si elle considère en fait travailler avec la question de genre en fait ou du patriarcat justement, ou peut-être d'autres questions socioculturelles qui, moi particulièrement, je vois pas trop, enfin, j'imagine pas trop comment on peut travailler ça avec les robots, genre les hiérarchies, enfin les relations de hiérarchie ou de prédation, donc des questions plutôt liées à l'écologie, par exemple à des rapports écologiques, genre qui mange qui, ou qui, enfin vous voyez ces questions un peu de hiérarchiques de consommation en fait, de comment travailler ces questions sociopolitiques par rapport aux robots, en sachant que peut-être qu'on est un peu dans un état un peu comment être en relation, donc dans un état un peu plus basique avec ces robots. Donc désolée pour la question un peu confuse, mais en fait sous quel état de complexité sociale on est avec les robots, et si tu penses travailler ça dans ta prochaine création, notamment question du genre et hiérarchie. Voilà. Merci. Yes. Oui, la question de domination. Mais il y a plein de formes de domination. Parfois, c'est des systèmes d'idéologie qui vont constituer une structure. Et donc, parfois, la domination, c'est plutôt pas entre un individu qui domine et un autre qui est opprimé, mais c'est l'idéologie elle-même qui est dominante et qui est problématique, parce qu'elle crée aussi des inégalités. Mais, donc, je pense plus m'attaquer à certaines idéologies qui dominent, mais pas forcément un rapport direct de dire qui domine qui. Et surtout, je me demandais, en fait, je sais pas, parce que je sais pas si dévoiler, mais j'ai l'idée, par exemple, au début, de donner des attributs, non, je dévoile. Ça y est. De donner des attributs très humains, un peu féminins, tu vois, avec de la silicone, avec la chair artificielle, avec tous des trucs, voilà. Et petit à petit, le robot, j'imagine qu'il se émancipe de tout ça, et qu'en fait, il trouve sa propre corporité, qui du coup n'est pas genrée, qui n'est pas sexuée, parce qu'un robot n'a pas besoin d'avoir de sexe, donc ça fait aucun sens pour son corps d'avoir un sexe, et ni un genre, ni tout ça. Et du coup, l'idée, c'est que le corps du robot, il commence à un moment à explorer ce qu'il peut faire avec son corps de robot que moi je peux pas faire avec un corps de quand même mammifère et tout ça. Oui, parce que le robot en question, il peut tourner la tête à 360 degrés et les mains de la même façon. Donc non mais si et ça transpire tout ça
Après, c'est pas être, je vais essayer de pas être donneur de leçons et tout ça, mais plutôt ouvrir des choses. Et comment on peut trouver, par le décalage, justement, par la glissade, par le pas à côté, d'autres espaces, ou la possibilité d'autres espaces relationnels qui sont en dehors de ces logiques de domination-là. D'autres questions? Oui? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai aussi une question, c'est plutôt par rapport aux idées que vous avez mentionnées, c'est par rapport au bug, les erreurs, les inattendues. Parce que je me demande si c'est des idées de bug là, c'est plutôt le bug qu'on peut faire, exprès. En fait, c'est le bug qui vient de n'importe où. C'est-à-dire, ma question c'est plutôt parce que le robot, les HRB4, en fait, il peut faire improvisation, mais sauf que c'est le robot, il faut programmer quand même. Hein. C'est-à-dire, on peut donner par exemple, les paramètres random. Quelques idées, par exemple, le degree of freedom. Quelle est votre question? Ma question, c'est plutôt, si on va, par exemple, on peut créer quelque chose, le bug avec le robot, mais est-ce que c'est plutôt le bug on fait exprès ou en fait c'est vraiment le bug qui... Le bug. Oui, le bug. Bug. Mais c'est vraiment le bug. D'accord. Par rapport au bug, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est il y a des bugs, de toute façon. Comme dans toute communication, comme là tu prends la parole et je sais que ici on est en train de déjà d'avoir un malentendu total dans lequel c'est est-ce qu'elle dit pas, est-ce qu'elle dit bug, est-ce qu'elle dit bug. Donc déjà dans tout échange informatif, dans tout mouvement, il y a une couche de malentendu. Pour moi le malentendu c'est presque une loi physique plus forte que la gravité. C'est-à-dire la loi physique la plus constante du monde c'est le malentendu. Donc c'est l'erreur, le bug. Donc c'est par défaut il y a un niveau de bruit, d'erreur dans tout geste, dans toute communication, dans toute tentative d'interprétation, dans tout ça, dans toute traduction et tout ça, qui est énorme. Et du coup, plus, c'est pas aller chercher à la produire artificiellement, mais plutôt reconnaître sa place. Et parfois l'inviter à prendre sa place. Voilà. Okay. Merci. Choyine, nous avons terminé sur... Oui, tout à fait, justement. Pourquoi cette notion de bug ou erreur? Parce que c'est par rapport à un objectif. Et si on enlève tout cet objectif, que finalement on laisse les choses qui tirent comme il veut, dans ce cas-là, moi je pense que c'est aussi cette ouverture de l'accueil, même c'est une erreur, ça veut dire il y a un autre signal derrière, et il y a un autre espace à explorer. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je crois que nous arrivons là, au terme de ces entretiens, de cette rencontre. Merci pour votre attention et puis rendez-vous pour celles qui le souhaitent le 19 septembre prochain.